Je vous dérange un petit 30 secondes avant de commencer l'épisode. Inquiétez-vous pas, je vais me rattraper. Il n'y aura aucune publicité de tout l'épisode à cause de ça. Donc, c'est la seule petite publicité que vous allez avoir. Puis c'est juste pour vous parler que ce samedi, je vais être au Salon du Livre à Montréal, au Palais des Congrès, à partir de 15 heures. Donc, ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir me dire bonjour, jaser de finances, jaser de mon livre, jaser du podcast, jaser de vos finances. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et en même temps, n'oubliez pas que mon livre est toujours disponible justement. Donc, on est dans le mois de l'éducation financière, le mois de novembre. Noël approche. Si vous voulez avoir un cadeau pour un échange de cadeaux qui est durable à long terme, éduquer les gens qui vous entourent, n'hésitez pas. En même temps, ça soutient le podcast. Donc, ça va être un plaisir de vous rencontrer samedi pour ceux qui sont à Montréal. Sinon, bon épisode sans publicité à cause que je vous ai parlé là. Et je vais faire une annonce de toute façon début 2026 pour couper beaucoup de publicité sur le podcast. Mais je vous reviens avec ça plus tard. Donc, bon épisode à tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 156e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire la synthèse d'un documentaire, donc le premier d'une série de 3 documentaires réalisés par Antoine Denis. Le premier que je vous résume, c'est celui publié, mais en fait diffusé en 2021 qui s'appelle Liberté, un éveil à l'indépendance financière. Donc Antoine m'a contacté il y a plusieurs mois, même années, là, je pense que c'était en 2023, je suis plus certain, fin 2023, début 2024. Anyway, il m'a contacté pour me dire est-ce que ça t'intéresse de faire la synthèse de mes documentaires. Donc, je lui ai dit que je faisais pas de publicité sur le podcast, en tout cas pas gratuitement du moins, et que je voulais m'assurer que son produit était bon, qu'il était intéressant, parce qu'il vend ces documentaires-là. Donc, je voulais m'assurer que si je faisais la synthèse ou que je présentais ces documentaires, que c'était pertinent pour vous, tu sais. Donc, quand il me dit qu'il était disponible en librairie puis dans les universités gratuitement, je lui ai dit que j'allais faire la synthèse comme pour tous les livres que je fais sur le podcast. Donc, je l'avais entendu, Antoine, sur un autre podcast, puis ça semblait vraiment intéressant comme documentaire, mais je lui ai dit que mon opinion allait être critique, donc positif ou négatif, selon ma perception de son travail. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça, donc je me lance dans cette trilogie-là de documentaires là, pour les 3 prochains épisodes. En fait, les 3 prochains épisodes de synthèse. Puis on commence aujourd'hui, là, comme je l'ai dit, avec le premier qui s'appelle Liberté, un éveil à l'indépendance financière. Premier élément que j'ai retenu, donc premier élément de synthèse que j'ai retenu du documentaire, c'est définir ta liberté. Donc au début du documentaire, on nous invite à réfléchir. En fait, on nous définit c'est quoi la liberté financière et à la fin, on nous invite à réfléchir c'est quoi pour nous la liberté financière. Donc je trouve ça intéressant, c'est le même angle un petit peu que j'adopte dans mon livre, là, que je dis que c'est vraiment important d'abord de se fixer des objectifs, de savoir c'est quoi pour nous la liberté financière. Donc, dans le chapitre 1, on définit l'indépendance financière. Ce qu'on dit, c'est que plus tu travailles pour devenir indépendant, plus tu peux te permettre d'essayer des choses après. Il dit que l'indépendance financière, en fait, il compare ça un petit peu, là. Quand tu as besoin de boire, tu peux ouvrir le robinet. Donc, quand tu as besoin d'argent, tu peux en prendre, mais tu apprends à ne pas gaspiller cette eau-là. Tu apprends à ne pas gaspiller ton argent pour rien. Il dit aussi que la richesse, ça implique de la liberté, mais c'est bien plus que ça. La liberté financière, c'est pas toujours une liberté totale. Il faut que tu apprennes aussi à être libre, pas seulement financièrement, mais également dans les autres facettes de ta vie. L'indépendance financière, c'est aussi bien dormir la nuit, de pas être stressé. C'est ça un petit peu la liberté pour moi, là. Ça me permet de changer de cap si je ressens le besoin avec un coussin financier ou une liberté de choisir ce qu'on veut faire. C'est un petit peu dans ce sens-là qui va dans le documentaire aussi en disant que la liberté financière, c'est vraiment un coussin puis une liberté de choix. Il dit toutefois, attention, à la prison dorée, il y a des gens qui deviennent un petit peu enfermés, là, soit dans un rythme de vie trop luxueux ou bien qui apprennent pas à dépenser de façon saine leur argent. L'objectif visé d'indépendance financière dans le documentaire, c'est de se faire un coussin là, avant 30 ans pour ensuite avoir une liberté de choix. Il dit que l'influence sociale est si forte pour consommer que souvent c'est sans issue pour la plupart des personnes. Dans le chapitre 7, il dit d'être soi-même. Donc, c'est quoi votre liberté à vous? Est-ce que vous voulez démarrer une entreprise, faire une autre formation pour développer vos compétences, voyager, passer du temps en famille?
Donc, il faut orienter vos choix vers cette liberté-là que vous cherchez à atteindre. Il dit que la ressource la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. Mais avec l'argent, on peut s'acheter du temps. Puis quand je dis qu'il dit ça, souvent, c'est même pas c'est pas Antoine Denis, là, c'est pas le réalisateur, c'est vraiment, il interroge plusieurs personnes à travers ce documentaire, notamment Pierre McSween et d'autres personnes connues, là, ou qui sont, en fait, plutôt connues dans le domaine financier, là, soit des gens qui ont des blogs, qui ont atteint la liberté financière, peu importe, il interroge plusieurs personnes connues. Donc, chaque fois, je vous dis il dit, c'est pas lui qui le dit, là, c'est les gens qui interrogent, mais je me rappelle plus dans ma fiche de lecture, j'ai pas ma fiche d'écoute, on va dire, hein, j'ai pas noté qui dit quoi. Donc, je vous rappelle ce que je retiens du documentaire, mais je me rappelle plus si c'est Pierre McSween ou XYZ qui dit ça. Je suis désolé là, d'appeler les autres XYZ. Je me rappelle juste plus. Ça doit faire 1 an là, que j'ai écouté ça, 1 an et demi. Je me rappelle plus qui dit quoi. Donc, je reviens là à ce que je disais, que la ressource la plus importante pour lui, c'était pas l'argent, c'était le temps. Mais avec l'argent, on peut s'acheter du temps. Donc, tu peux avoir des employés, tu peux avoir une femme de ménage, un service de traiteur à la maison. Donc, on a besoin d'argent pour tout, malheureusement. Même les gens qui sont pas à l'argent ont besoin d'argent. Donc, au pire, devenez riche pour ensuite exprimer votre générosité, même si on peut donner du temps, si on n'a pas assez d'argent pour donner de l'argent à des œuvres de charité. Il dit qu'on devrait avoir un défi à acheter quelque chose pour vraiment en profiter. Il dit que c'est comme cruiser. Donc, si c'est trop facile, cruiser, ben c'est pas le fun. Quand il voit les gens dépenser sans réfléchir, il se questionne, est-ce que ces personnes-là ont vraiment du plaisir dans cette dépense-là? Est-ce que ça leur fait vraiment du bien de s'acheter ça ou c'est vraiment juste un effet d'euphorie temporaire? Donc, en gros, se faire plaisir, c'est bien correct, mais il faut savoir où va son argent. Les décisions qu'on prend dans la jeune vingtaine, si vous m'écoutez puis vous êtes jeune vingtaine, peuvent beaucoup influencer votre future vie financière. Donc, il faut prendre ses habitudes tôt. Puis ça, je suis vraiment content depuis que j'ai commencé le podcast. Il y a des gens qui m'écrivent qui commencent l'université, qui sont cégep, donc ils ont 18, 19 ans, puis ils commencent déjà à investir. Leur CELIAP est déjà plein. Donc, c'est vraiment incroyable. Là. Puis c'est pas à cause de moi, mais bravo à ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là, de prendre en main là, leur vie financière très tôt dans leur parcours. Il rappelle ce qu'on a discuté quelques fois sur le podcast, d'être en mesure de différencier des besoins et des désirs, puis d'arrêter de penser que c'est de la privation de faire un effort maintenant. C'est pas de la privation, c'est que tu investis pour ton futur, donc pour ta liberté que tu vas bientôt avoir. Là. C'est pas à 60 ans. Là. Si tu commences à 20, c'est pas à 60 que tu vas être libre, c'est peut-être à 35. Tu vas être libre de faire des choix, de faire ce que tu veux. Si ce que tu veux, c'est acheter un yacht qui coûte des millions de dollars, peut-être que ça sera pas à 35 ans, mais si on parle de liberté financière plus générale, accessible au petit peuple comme nous, mais là, oui, tu vas pouvoir l'atteindre, c'est pas à 60, mais peut-être à 35-40. Donc, dans une société où tout est faux, dit le réalisateur, il faut juste être soi-même et tu vas être heureux puis tu vas dépenser beaucoup moins pour compenser ton malheur. Donc, en gros, définissez c'est quoi pour vous la richesse, le succès, mais surtout la liberté. Deuxième élément de synthèse que j'ai retenu du premier documentaire, c'est attention aux apparences. Donc, c'est vraiment je dis chapitre 2, là, je me rappelle même pas si c'est des chapitres ou des sections du documentaire, mais en gros, on parle des apparences. Le bien paraître au regard des autres est tellement rendu généralisé avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça, c'est pas la vraie vie, là. Puis, à cause de ça, on a vraiment de la difficulté maintenant à démontrer de la gratitude pour ce qu'on a. On voit que les autres semblent tellement avoir de choses qu'on n'a pas, puis on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'inconsciemment, on a de la difficulté à apprécier ce qu'on a. Puis ça, j'essaie de me rappeler souvent. Je suis pas quelqu'un super réseaux sociaux, là, vous le voyez sûrement avec comment je gère mon podcast avec les réseaux sociaux, là, pas super, voyons, présent là, sur les différentes plateformes. Puis ce que je me rends compte, c'est en effet, à m'amener, si on prend pas le temps consciemment de se poser puis de dire hey, j'ai une belle maison, on manque pas de rien, on a de la bouffe, les filles sont en santé. Si tu prends pas le temps, pis c'est con, mais si tu prends pas le temps de te le dire de temps en temps, hey, on est vraiment dans une bonne situation, je suis heureux, j'ai une conjointe que j'aime. Si tu prends pas le temps de dire toutes ces choses-là, ben à un moment donné, tu te rends pas compte puis tu penses à la prochaine chose que tu veux. Ou même juste d'apprécier ce que tu fais. Tu sais, le podcast, je suis tout le temps en mode je vais en faire plus, je pourrais-tu faire plus d'épisodes, comment je peux orienter ça? Alors que si je me tourne de bord, je me disais, je suis rendu à 740 000 écoutes. Au début, je pensais que j'allais avoir 200 écoutes puis arrêter. Donc, des fois, il faut prendre le temps de se poser,
d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier ce qu'on a fait. Puis ça veut pas dire de diminuer nos ambitions, là, d'aller plus loin, mais vraiment d'apprécier ce qu'on a pour arrêter de toujours en vouloir plus. Puis bien sûr, l'angle dans le documentaire, c'est au niveau de la consommation. Donc, d'apprécier ce qu'on a pour arrêter de toujours vouloir consommer davantage pour faire plaisir aux autres ou bien paraître par rapport aux personnes qui nous entourent. Et la plupart du temps, ces personnes-là s'en foutent de ce qu'on a l'air ou de ce qu'on a. Ils vont juste regarder ce que tu as puis ils vont vouloir en avoir plus que toi. Donc, c'est vraiment comme si tout le monde se relançait au niveau de la consommation. On associe souvent aussi, le réalisateur dit, là, d'avoir des revenus, des gros revenus à la richesse. Souvent, c'est le contraire parce que c'est facile dépenser quand tu fais des gros salaires parce que ton train de vie va augmenter régulièrement puis souvent plus rapidement que tes revenus. Donc, il y a des gens qui se rendent compte que quand ils font plus d'argent, ils n'ont pas moins de problèmes financiers, puis des fois, ils en ont même plus parce qu'ils ont accès à plus de crédits avec une marge hypothécaire, des cartes de crédit qui ont plus d'espace, etc. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tantôt parce que j'ai débordé de ce que j'avais prévu, mais il parle de mimétisme, donc avec les gens qui sont autour de nous. Puis ce qu'il dit, c'est que quand on atteint un statut souhaité, donc tu disais, hey, j'aimerais ça gagner 100 000 $ ou j'aimerais ça avoir une maison, j'aimerais ça atteindre tel poste à mon travail, mais quand on atteint ces choses-là, on n'en a plus assez. On valorise plus le statut qu'on souhaitait tant avant, puis on l'apprécie plus, on en veut toujours plus. Donc, il faut vraiment, là, selon Antoine, cibler son pourquoi. Je voyage pas cette année, mais c'est parce que je veux investir, épargner pour, puis là, je mets une parenthèse, là, ce que vous voulez. Donc, je voyage pas cette année parce que j'investis pour X raison. M'acheter une maison, avoir un fonds d'urgence, je sais pas trop, peut-être pas investir pour avoir un fonds d'urgence, épargner pour avoir un fonds d'urgence, c'est peut-être pas le plus excitant pour couper un voyage, je comprends, mais mettez-vous quelque chose dans votre parenthèse là, qui est vraiment, qui vous allume, là, que vous avez une raison d'épargner puis d'investir. Oubliez pas entre-temps que vous pouvez toujours vous dire, je peux pas me le permettre. Donc, on n'est pas, je pense qu'on sent qu'on a le droit à beaucoup de choses, qu'on est dans une, on dirait qu'on se dit que j'ai le droit de voyager, je dois voyager, je dois m'acheter des choses, mais parfois tu peux te dire, je peux pas me le permettre, j'ai pas l'argent pour ça, si mon 20% d'épargne est directement investi, il m'en reste peut-être pas pour faire ces choses-là à chaque mois. Troisième élément que je retenais du documentaire, c'est voiture et immobilier. Donc, dans la troisième section du documentaire, on parlait des automobiles. Donc, il dit que c'est un choix raisonné. Il faut que tu réfléchisses au choix de ta voiture parce que tu vas pouvoir te dégager beaucoup d'argent si tu fais des choix logiques avec ta voiture. Mais encore une fois, on en parle souvent, là, tu décides bien dans quoi tu dépenses l'argent qui reste une fois que les trucs essentiels sont investis, puis que les trucs essentiels sont pris en charge et que tu as investi 20%, 10 à 20% de ton salaire. Si tu as beaucoup d'argent de côté puis tu veux t'acheter un char neuf qui coûte cher, c'est bien correct. Puis en fait, c'est bien correct si tu le fais, même si tu n'as pas l'argent, ben là, il va falloir t'assumer les conséquences par la suite. Souvent, l'automobile est un symbole. Donc, on achète un VUS parce qu'on se dit, ah, je suis quelqu'un de plein air, sportif, de famille. Puis il y a 80% des gens qui vont juger ta réussite sur ta voiture. Donc, je comprends que les gens veulent s'acheter une belle voiture parce qu'ils sentent, en fait, ils ont raison. Les gens vont dire, ah, il y a une belle voiture, ça veut dire qu'il réussit dans la vie. Puis je vais vous avouer quelque chose, je suis un peu coupable de ça. Même moi, là, je dis même moi, là, je suis pas meilleur qu'un autre, là, mais même moi qui lis beaucoup de livres sur les finances, puis qui sait bien qu'avoir un beau char ou pas un beau char, ça change rien. Des fois, je me surprends moi-même. Donc, on va dire, je rencontre, tu sais, mes filles font du sport avec d'autres enfants, puis là, je sors après, puis là, je me dis, ah, je sais pas trop ce que cette personne-là fait, puis là, je regarde la voiture, puis là, mettons, il y a une voiture bien correcte, je me dis, ah, je me dis dans ma tête, ah, ils doivent être corrects, tu sais, il doit avoir un emploi qui est correct. Tu sais, l'autre fois, je faisais une sortie scolaire avec mes élèves, puis c'est une école en milieu défavorisé, puis là, je me disais, tu sais, j'ai acheté des livres aux enfants qui avaient pas eu de sous, qui avaient pas leurs sous pour acheter des livres au Salon du livre de Sherbrooke. Puis là, en revenant, je me dis, ah, là, j'ai vu la voiture de la mère, mettons, puis là, je voyais que la petite fille sa mère avait une voiture bien correcte, plus récente que la mienne, puis là, je me dis, ok, tant mieux, elle doit être correcte à la maison, puis tout, puis là, je me disais, pourquoi tu dis ça, tu sais? Tu le sais que peut-être qu'au contraire, là, cette famille-là, peut-être pas, là, mais peut-être qu'au contraire, elle s'est endettée pour acheter une voiture plus neuve que la tienne, puis elle peut pas se le permettre, puis au contraire, justement, à cause de ça, il y a peut-être des enjeux financiers à la maison. Ben, bref, vous voyez que dans ma tête, des fois,
ça roule, puis pas pour des choses super importantes là, quand ça concerne les autres. Mais bref, faut pas se laisser avoir dans ce jeu-là. Puis je parle beaucoup de mots aujourd'hui, mon Dieu. Puis je voulais changer mon char. Euh, En fait, je veux changer pour diminuer. Donc, je veux vendre mon VUS, m'acheter un plus petit char parce que j'en ai plus tant besoin. Puis ça me trottait dans la tête. Là, je me dis, OK, qu'est-ce que les gens vont percevoir? Tu sais, si j'arrive avec un vieux Honda, mettons, puis je me suis dit, je m'en fous bien raide, finalement. Ça me dérange pas, moi, que 80% des gens pensent que ma situation financière est peut-être pas comme elle est actuellement. Moi, ça me batte pas pour 2 cents, finalement. Mais c'est quand même des choses qui nous traversent l'esprit. Puis sachant la statistique que 80% des gens vont te juger sur ta voiture, mais peut-être qu'il y en a certains, je peux comprendre, que ça influence le choix de la voiture. Parce que quand tu n'as pas les moyens, tu sais, moi, ça me batte pas, là. Mettons, quelqu'un voit mon Honda, ça me dérange pas parce que je le sais que j'ai une situation financière confortable, là, mettons. Ben, en fait, pas confortable, là, mais tu sais, qui va être en voie de l'être dans une dizaine d'années, là, 10-15 ans. Mais les gens qui ont peut-être moins de moyens, puis que c'est un stress financier, puis qui se sentent peut-être coupables, des fois, ben pas coupables, là, c'est pas le bon mot. J'ai de la misère à matin de déroger de, de ce qui est prévu au plan, dans ma fiche de lecture, mais peut-être que quand t'as pas une situation financière confortable, ça te fait peut-être du bien que 80% des gens pensent que ça va bien. Ça t'enlève peut-être un petit sentiment de culpabilité à court terme, là, en tout cas au regard des autres. Mais c'est sûr que peut-être que si t'es pas capable de répondre à tes autres obligations financières, là, peut-être que le sentiment de culpabilité revient. Bref, je voulais juste faire la synthèse du documentaire, puis là, je m'en vais dans des réflexions personnelles avec mon micro ouvert dans le sous-sol. C'est pas toujours la meilleure stratégie. Ben, en fait, la meilleure chose pour vous garder concentré sur l'objectif. Donc, je reviens aux éléments de synthèse. Donc, ce que le réalisateur disait, c'est qu'en moyenne, on prend 2 mois de paye brute chaque année pour payer une voiture. Ça, c'est pour la moyenne des Québécois, là. Donc, en moyenne, mettons que tu fais, on va dire, 120 000 dans l'année. Ça veut dire que c'est 10 000 piastres par mois de salaire brut. Ben, tu vas payer à peu près 20 000 piastres par année pour ta voiture. Ça, c'est pas juste tes paiements là, de voiture, c'est pour les réparations, le gaz, etc. Au Québec, 2 véhicules sur 3 sont loués. Donc, à long terme, ça aussi, ça entraîne des coûts supplémentaires. Dans la majorité des cas, c'est pas tous les cas, mais dans la majorité des cas, ça entraîne plus de coûts que si tu achètes la voiture usagée, bien sûr. J'avais genre 3 petites lignes, là. J'ai à peu près, là, je vais compter, là, 2, 4, 6, 8, 12, 13. J'ai à peu près 18 mots, là. Pour synthétiser le chapitre 3 automobile, j'ai à peu près 18 mots. Puis j'ai parlé pendant 9 minutes, je pense. Donc, je vais essayer d'être plus concis parce que là, je vois, je suis déjà à 17-18 minutes d'épisode à peu près. Puis j'essaie de plus dépasser 30 minutes, là, les épisodes. Donc, j'enchaîne. Chapitre 4 du documentaire, la quatrième section, c'était l'immobilier. Ce qu'il disait là-dedans, c'est que la maison, c'est pas nécessairement un placement judicieux toujours. Donc, il dit que c'est un petit peu dans l'imaginaire là, collectif qu'être propriétaire, on va dépenser moins d'argent qu'un locataire, mais souvent c'est faux avec tous les frais adjacents puis les temps qu'à y être. T'sais, tant qu'à y être, on va faire la salle de bain. Tant qu'à faire la salle de bain, on va changer le plancher au complet. Tant qu'à changer le plancher, on va mettre du plancher flottant. T'sais, quand tu as une maison, tu veux la mettre à ton goût parce que tu es tout le temps dedans puis tu sais que tu vas l'avoir pour longtemps. Donc, honnêtement, une maison, moi je suis chanceux, là, je veux dire, notre hypothèque est très basse. On a acheté en 2018. On a donné 20% de mise de fonds. Fait que nos paiements hypothécaires, c'est très raisonnable. C'est pour ça que je suis capable de dégager une bonne épargne, en tout cas, sans trop de sacrifices là, de mon point de vue. Mais c'est beaucoup de dépenses. Là. Le terrain, l'entretien du terrain, la piscine, les taxes, pas déneigement, je déneige moi-même, mais la souffleuse, tout ça, c'est beaucoup de frais que j'étais très naïf avant d'acheter ma maison. Que maintenant je découvre, puis c'est correct, je peux me le permettre, mais il faut calculer ça. Puis si on fait pas attention, qu'on dépense beaucoup dans notre maison, c'est pas vrai que ça revient tout le temps après quand tu vas vendre. Puis là, ben, peut-être que finalement, ton rendement sur 20 ans est pas si grand que ça si tu ajoutes tous les frais là, adjacents à ton hypothèque. Et là, il y a un chiffre qui me surprend dans ma fiche de lecture que je me rappelais pas après 1 an et demi. Puis j'ai plus le contexte, là, mais en gros, il dit que avoir une maison, c'est une erreur qui peut coûter cher. Si tu fais pas le bon choix, si tu magasines pas bien, puis tu fais pas un choix réfléchi, il dit qu'en moyenne, là, si tu mets tous les frais autour de la maison, ça peut être 60% plus cher que le logement par mois. Bien sûr, tu vas aller récupérer des montants par la suite quand tu vas vendre, alors que le logement, tu peux pas vendre, mais dans le cash flow, là,
il faut que tu prévois à peu près 60% d'argent de plus à chaque mois en moyenne qu'un logement. C'est peut-être plus vrai depuis la diffusion du documentaire parce que je sais que les loyers ont monté, même si je sais pas tant que ça parce que j'habite pas en loyer. C'est ce que j'entends dans les nouvelles. Mais bref, c'est ce qui était dit dans le documentaire. Plus la maison est grosse, plus ça va coûter cher et plus on pense grand, mais ça prend plus de meubles, plus de déco, ça prend bien sûr une pièce d'invité. Donc, ce qu'il disait dans le documentaire, c'est tant qu'à avoir, tu sais, même moi j'ai cet enjeu-là, là, mettons quand ma mère vient, mais tu sais, nos 3 chambres sont pleines, les filles dorment dans la même chambre, mais à un moment donné, ils vont être ados, ils ne voudront plus dormir dans la même chambre, donc quand mes parents vont venir, ils vont dormir où? Ma soeur, les parties de Noël, Fait que là, ce qu'il disait dans le documentaire, puis ça c'est intéressant, c'est au lieu de t'acheter une maison avec une ou deux pièces de plus, juste pour les 2, 3 fois dans l'année où tu en aurais besoin, ben lui, il dit que ben il paye l'hôtel à ses parents quand ils viennent à la place, ou à ses enfants plus tard, quand ils vont venir à Noël. Il dit que tout le monde va être mieux. Donc, au lieu d'avoir une grande maison qui te coûte super cher toute l'année parce que tu vas avoir de la place pour quand tu vas faire des parties de Noël avec tes enfants plus tard, puis c'est drôle parce que c'est ce que mes beaux-parents font. Ils vendent pas leur maison parce que pendant longtemps, c'est eux qui recevaient à Noël, puis ils avaient besoin d'espace, alors qu'il n'y a plus un enfant à la maison, puis la maison est trop grande pour 2 personnes. Mais moi, je trouve cette idée-là intéressante, là, c'est de dire, ben regarde, je vais m'acheter une maison quand les enfants vont partir peut-être plus petites. Puis quand ils viendront à Noël avec les petits-enfants puis tout ça, ben je leur paierai l'hôtel, la chambre d'hôtel à toute la famille. Dans un bel hôtel, ça va me coûter peut-être 400 pièces la nuit. Mais ce 400 pièces-là, une fois par année ou 2 fois par année, ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que ça revient moins cher finalement qu'entretenir une trop grosse maison. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis il disait que tout le monde allait être mieux. Au lieu d'être 40 dans la maison, ben tout le monde va être dans un hôtel proche, confortable, puis le lendemain, tu te fais un brunch, peu importe. Quoique, ce qui est le fun aussi, c'est que tout le monde s'endort tard à la même place après avoir pris quelques verres, puis on se réveille le lendemain, puis on rit de tout ça. Mais bref, c'est une idée que je trouve intéressante. À vous de voir si vous êtes dans cette situation-là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont comme dans fin quarantaine. Les enfants sont sur le bord de partir. Des fois, notre grosse maison, on ne veut plus nécessairement l'entretenir. C'est peut-être une solution intéressante. Si ce qui vous retient, c'est quand vous allez recevoir le monde, vous allez manquer de place. Souvent, dans le documentaire, il disait que on prend le montant qu'on a disponible. Donc, j'ai 300 000 pour m'acheter une maison. Et où la maison la plus proche? On veut la belle vie pour nos enfants, mais ce qu'il dit, c'est que ton enfant veut plus une maison ou un parent brûlé à mort qui n'a plus le temps d'en profiter parce qu'il n'y a plus aucun lousse financier puis il est tout le temps stressé. Donc, il faut vraiment... En tout cas, moi, c'est ma philosophie puis c'est la philosophie. Puis je suis très content, en fait. Tu sais, quand moi, je magasinais ma maison en 2018 avec ma conjointe, on avait 3 choix finaux. Dans ce temps-là, là, ça se vendait pas ça prenait pas 3 jours, il n'y avait pas de surenchère, tu avais le temps de magasiner puis de réfléchir. Donc, on a investi peut-être une trentaine de maisons, puis il y en a 3 finalement qui étaient sur notre watch list, notre liste finale. Puis il y en avait une à 260, une, ouais, je sais, là, je nomme les chiffres, puis il y en a qui m'écoutent, sont comme ça, aucun bon sens. Il y en avait une à 260 000, une à peu près ça aussi, là, 260, 270, je pense, puis une à 300. Puis moi et ma conjointe, on avait 300 000 de budget pour acheter la maison. Puis elle de 300 000 était vraiment belle, beau garage. Mais c'était trop gros. En fait, le garage était plus gros que la maison. Puis ceux qui m'écoutent, qui me connaissent pour certains, pas tellement un gars de garage, là, moi, là. Tu sais, je fais pas le changement d'huile de ma voiture puis tout ça. C'est dans mes plans, mais pour l'instant, c'est pas ça. Fait que bref, on avait pris la maison la moins chère, qui faisait bien notre affaire. Puis ça a été la meilleure décision de notre vie, là. Les 2 premières années, tu sais, j'étais encore étudiant quand on a acheté la maison. Les 2 premières années, on a mis la maison à notre goût, puis honnêtement, à cette époque-là, j'étais très stressé là, quand l'argent sortait de mon compte. Puis on a dû mettre 20 000 là, juste pour mettre la maison à notre goût la première année, des godots la deuxième année. On n'aurait pas, si ces événements-là seraient arrivés dans la maison à 300 000 on y serait pas arrivé. Là. Il aurait fallu demander de l'argent à nos parents et tout, puis ça a toujours été ça n'a jamais été une solution, ou en fait, je n'ai jamais envisagé de demander de l'argent à mes parents, puis je veux dire, ils sont pas en moyen non plus de tant m'aider de ça, là, ils font leur affaire, puis c'est bien correct. Mais bref, l'auteur dit qu'à la fin, achetez une maison qui est dans vos moyens, puis j'écoute quelques podcasts, là, en fait, j'en écoute beaucoup sur les finances, puis il y en a certains que c'est des planifs financiers, puis ils disent que les banques, je pense, qu'ils peuvent te vendre à 4 fois tes revenus ou même plus, mais qu'on devrait plutôt tendre vers le 3 fois tes revenus. Puis si tu veux être vraiment confortable, 2 fois tes revenus, mais là, je sais que dans le marché actuel, tu n'auras pas grand-chose si tu fais un salaire moyen puis que tu vas à 2 fois tes revenus. Là. Donc, je comprends que
l'accès à la propriété, puis même les loyers qui sont chers ces temps-ci. C'est vraiment pas une période facile là, pour acheter là, ou même habiter. En fait, le logement. Pour le logement, c'est pas une période facile, donc je je pense que c'est difficile là, pour les gens qui sont en premier achat là, ou qui sont plus jeunes dans les loyers. Donc, lâchez pas, c'est cyclique. J'espère que ça va revenir correctement pour vous parce que je pense qu'on est choyés, là, les gens qui ont acheté avant le COVID. Là, on est avantagés pour ça. Ben, c'est toujours du timing, là, le patrimoine financier, mais bon, c'est ça. L'endettement, c'est le quatrième élément de synthèse que je voulais faire aujourd'hui. Donc, un peu plus court, là, ce qu'on dit dans cette section-là du documentaire, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le stress financier. C'est, en fait, pas qu'il faut apprendre, mais on apprend à vivre avec le stress financier. C'est rendu presque une normalité. On n'est pas stressé par rapport à l'argent. En fait, si on n'est pas stressé par rapport à l'argent, on dirait qu'on vient d'une autre planète. Donc, on dirait que c'est normal là, d'être rendu stressé avec l'argent. Tout est cher, on peut plus se permettre rien. Donc, d'être endetté, c'est presque rendu pas si pire, alors qu'à l'époque, si tu avais une carte de crédit, c'est parce que les gens disaient « Oh, ils payent avec la carte de crédit, c'est parce que ça va pas bien. » Alors que maintenant, on paye, on s'endette. Donc, c'est rendu comme normal d'avoir une marge hypothécaire un peu loadée, des cartes de crédit un peu loadées avec des paiements minimums, alors que ça devrait pas être la normalité. Bien sûr, il y a des bonnes dettes, mais c'est rendu qu'on a normalisé tous les types de dettes. Donc, j'ai 15 000 $ de prêt sur ma voiture, 10 000 $ sur ma marge hypothécaire parce que j'ai fait des rénaux. Donc, c'est sûr qu'une dette hypothécaire, pas une marge hypothécaire, mais avoir une hypothèque, c'est correct, là. Mais tu sais, si ton hypothèque est à 250 000 pour te loger, ben, mettons trop. Ben, tu sais, en fait, si ton hypothèque est raisonnable par rapport à ton salaire, comme on a dit tantôt, c'est correct. Si tu as mis 100 000 $ de plus que ce que tu pouvais te permettre pour le confort puis le mettre à la gorge, ben, c'est plus une bonne dette, même si c'est une hypothèque. Il nous questionne ensuite, est-ce qu'on est prisonnier de nos bébelles? Donc, bon, là, je nomme plein de bébelles, là. Il y en a que c'est des passions, puis c'est bien correct, mais je nomme des bébelles qui me viennent en tête, là. Tu sais, un bateau, moto, spa, piscine. Qu'est-ce qui est d'autre comme bébelle? Un chalet, peut-être? Donc, bref, je nomme une couple d'affaires de même, mais tu sais, il y a des bébelles en plus qu'il faut s'occuper après. Tu sais, moi, j'ai une piscine. J'ai longtemps appelé ça une bébelle. Ça me prenait beaucoup de temps à m'en occuper. Ça coûtait de l'argent à m'en occuper. Ça coûtait de l'argent à l'installer. Puis j'ai dit, je pense, cet été, là, dans un des podcasts, que c'est la première fois depuis qu'on l'a, donc ça fait 4-5 ans. Première fois, je me dis, OK, c'est un achat correct. Tu sais, c'est pas si pire. Ils en ont profité tellement avec les amis l'été. C'est rassemblage. J'ai dit, bon, j'accepte que c'est un achat correct. Alors que leur petite voiture électrique, ciboire, ça, c'est pire dépense de ma vie. Cet été, ils l'ont utilisé un petit peu avec c'est que c'est niaiseux. Ils l'ont utilisé cet été alors qu'ils sont rendus à 6 et 9 ans. Les pattes ne rentrent presque plus dans la voiture électrique. Puis ça a été l'été avec les amis de 6 à 10 ans. Il était 4, là, sa voiture électrique. C'est l'été qu'ils l'ont le plus utilisé. Les pattes rentraient plus, alors que quand il y avait 4-5 ans, cette voiture-là bougeait une fois par été. Là. Ça me coûtait, je pense, si je divisais le prix d'achat par le nombre de fois utilisé avant cet été, c'était 200$ l'achat. Chaque fois qu'ils embarquaient dans la voiture, je me disais, hey, ils en ont profité, mais ça m'a coûté 200$. Alors que là, cet été, on en a profité, alors que tout le temps ça, t'achètes des cadeaux, ça traîne dans la maison, personne joue avec, puis quand tu veux t'en débarrasser, mon Dieu, c'est rendu le jouet. The one, tu sais, qu'il faut pas se débarrasser. C'est le fun, les enfants. On continue. Je déroge aujourd'hui. Choix de consommation. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, ce que je voulais dire, c'est les choix de consommation vont influencer tes choix de vie. Donc, plus tu consommes, plus tu as besoin de travailler. Puis moi, c'est quelque chose que je me suis dit jamais. Tu sais, moi, je suis tout le temps là, tu sais, au spectacle des filles, les sorties scolaires des filles, je suis disponible si en ont besoin. Tu sais, moi, ma priorité, ça a toujours été la famille, mais mes choix sont en lien avec ça. Tu sais, j'épargne j'épargne pour l'assurance vie de mes filles, ça me fait plaisir. Puis j'ai un coussin financier aussi pour dire, ben, OK, si j'ai besoin de prendre 2 journées de congé cette semaine pour accompagner mes filles à des sorties, ben, je le fais. Tu sais, fait c'est pour ça qu'il dit, puis je trouvais ça intéressant, que tes choix de consommation vont influencer tes choix de vie. Donc, assure-toi que tes choix de vie sont prioritaires, parce que si tu fais trop de choix de consommation, que tu consommes trop, ben, tu pourras plus te permettre de faire les choix de vie que tu souhaites faire. Donc, arrêtez de recourir au crédit finalement pour pouvoir faire comme les autres. Émancipez-vous à votre façon dans la société, puis arrêtez d'essayer d'impressionner les autres. Je reviens à ma phrase fétiche que j'ai mis dans mon livre qui vient de Morgan Housel. Je le dis en français parce que sinon je vais me casser la langue. Le bonheur
absolu et simple. Donc, être heureux, c'est simple si on fait le choix de l'être, mais le bonheur relatif est impossible. Donc, tu ne pourras jamais être totalement heureux si tu te compares aux autres. Dernier élément de synthèse, on y arrive. C'est surtout moi qui vais y arriver parce que c'était supposé être un épisode de 15 minutes selon ma fiche de lecture, puis je pense on va finir à 40 ou 35, anyway. Je sais que ça vous dérange pas, là, c'est juste que moi, je me bloque une journée pour enregistrer 5-6 épisodes. Donc, quand ils sont trop longs, ça rentre pas dans la journée avec le montage puis tout. Anyway, le chapitre 6, donc l'élément de synthèse 5, c'était t'affranchir du stress financier. Et c'était la 6e section, là, le chapitre 6 dans le documentaire, donc s'affranchir. Cette section-là du documentaire commençait en disant qu'une chute de 30% des marchés boursiers, il faut voir ça comme des rabais dans les magasins. Donc, c'est comme si tu rentrais dans le magasin puis tout était à 30% de rabais, ben, tu achèterais peut-être plus que si c'était au prix régulier. Faut comprendre le marché boursier un peu de cette façon-là. Il dit que c'est un peu ridicule parce que il y en a qui ont peur d'avoir peur, là, de mettre 1000 pièces sur le marché boursier parce que ça peut descendre de 30%, mais ils n'ont pas peur de dépenser ce 1000 pièces-là dans le magasin pour des choses qui serviront plus dans quelques mois. Donc, des fois, la peur des gens est peut-être pas à bonne place. Tu sais, moi, j'aurais bien plus peur de dépenser puis de pas avoir un futur financier qui est confortable. Puis j'ai bien moins peur que mon argent diminue un peu en bourse pendant 2, 3, 4, 5 ans, mais que ça remonte par la suite, comprenant comment le marché boursier fonctionne. Donc, des fois, je trouve que les gens n'ont pas la peur à bonne place. Puis je jase beaucoup de marché boursier là, avec des gens de mon entourage. Puis tu sais, des fois, il y en a, surtout des personnes un peu plus vieilles que moi, mettons, qui ont vécu des... C'est sûr, là, tu sais, nous, on a vécu des belles années. En tout cas, moi, là, tu sais, j'ai 36 ans au moment que l'épisode est diffusé. Ouais, 36 ans. Puis tu sais, j'ai pas vécu de grosses crises de marché boursier. Il y a le COVID, mais on a à peine eu le temps de se dire que c'était une crise puis ça remontait. J'ai vécu 2008, 2009 puis 2000, là, mais tu sais, j'investissais pas, j'étais trop jeune. Donc, les gens qui ont traversé ça, c'est sûr que quand tu leur parles du marché boursier, qui ont vécu 10 ans sans rendement, est-ce qu'on serait capable d'encaisser ça maintenant? Théoriquement, oui. En pratique, je pense qu'il y en a beaucoup qui paniqueraient. Là. 10 ans là, que ton argent descend, elle remonte pas, puis ça prend 10 ans à revenir au même niveau. Fait que je peux comprendre que les gens, des fois, ont un stress par rapport au marché boursier, mais moi, je serais bien plus stressé de dépenser mon argent qu'elle disparaisse dans du matériel qui me rend pas heureux, puis de pas pouvoir investir pour mon futur. Donc, on revient aussi à ce qui a été dit là, dans le livre de Nicolas Véribé, là, les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Et ça fait longtemps, je suis pas sûr que c'est ça le titre, mais ça ressemble à ça. La majorité des gens riches là, sont normaux, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent d'avoir plus de temps. Donc, ils font des choix financiers pour se libérer du temps. Ils disent de bien réfléchir le décaissement. Par exemple, tu pourrais commencer à décaisser ton REER à 45 ans parce que tu n'es plus obligé de travailler, donc parce que tu veux le répartir sur plusieurs années pour être moins imposé. Donc, tu n'es pas obligé de prendre ton REER à 65 ans. Il dit d'utiliser les outils d'épargne aussi comme le CELI, le REER, CELIAP. Donc, dans la vidéo, il nomme juste CELI REER là, parce que c'est en 2021, mais là, j'ajoute bien sûr CELIAP et REER pour les enfants. Si à 20 ans, tu mets 15$ par jour, ce qu'il dit dans le documentaire, c'est que tu es millionnaire à 52 ans. À 80 ans, tu as 10 millions. C'est beaucoup plus accessible qu'on pense. 15$ par jour, c'est combien par année? C'est un petit montant, mais si tu regardes ça par jour, 15$, et tu capable de dégager ça à 20 ans, ça te donne un beau pactole rendu à 50 ans. Sur 20-30 ans, là, c'est jamais arrivé dans l'histoire de la bourse si tu investis, bien sûr, dans des indices, là, pas dans des actions individuelles. Tu vas pas perdre ton capital sur 20-30 ans. Donc, tu dois prendre plus de risques pour faire fructifier ton argent. Ce que le documentaire disait, c'est qu'il faut traverser à la nage versus attendre le pont, parce que ça se peut que le pont arrive jamais. Donc, au moins à la nage, t'avances. Donc, commence le plus tôt possible au lieu d'attendre à 40-45 ans quand tu vas faire plus de revenus. Dans le documentaire, ce qui est intéressant, puis qu'on le sait déjà pour ceux qui écoutent le podcast, c'est que ton argent va travailler quand tu vas dormir. Donc, investir, c'est d'avoir un employé qui va travailler toujours pour toi jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année presque. Donc, puis ça, tu commences à le voir là, quand tu as un certain montant. Tu sais, je commence à être dans des montants là, d'investissement où je me rends compte que mon actif net ou ma liquidité, en fait mon portefeuille, augmente des fois presque plus que ce que j'ai fait dans le mois, selon bien sûr les rendements du marché, mais ça commence à être intéressant à ce point-là, mais il faut se rendre à ce point-là, il y a un travail à faire pour se rendre là. Et il parle aussi de fiscalité.
de bien utiliser la fiscalité québécoise. Donc, si tu mets 5 000 dans un REER, exemple, tu as 2 000 de retour d'impôt, tu peux mettre ce 2 000-là dans le REER, tu as une subvention de 500 $. Je fais des chiffrons, là, juste pour le podcast. Donc, ton 5 000 de départ vaut maintenant 7 500. C'est 50 % de rendement. Et tu n'as rien fait, là. Tu as juste bien utilisé les outils fiscaux. Donc, tu as fait 2 500 $ juste en utilisant les outils fiscaux. Il parle ensuite du REE, là, qu'au lieu de faire des cadeaux à nos enfants, nos petits-enfants, on peut faire une contribution REE. C'est simple à faire. Et il dit que les finances personnelles, justement, c'est simple. Donc, un budget, c'est pas si compliqué, mais la fiscalité peut devenir compliquée. Tu sais, dépenser moins tu gagnes, mettre 10 % de côté, ça va, là. Ben, en fait, émotionnellement, c'est peut-être difficile, mais techniquement, c'est facile. Par contre, lorsqu'on arrive avec des outils fiscaux, il faut s'assurer qu'on fait les bonnes choses parce que là, on peut perdre beaucoup d'argent. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec la fiscalité, la base, ça peut être juste d'aller dans le CELI, là. Ça, c'est pas si mal, mais vous pouvez consulter un professionnel ou avoir une rencontre d'accompagnement avec quelqu'un qui s'y connaît, comme moi, par exemple, pour répondre à vos questions. Donc, dans le documentaire, là, j'ai écrit, là, je sais que c'est McSweet qui disait que par chance que tout le monde n'est pas comme lui, parce que le système s'écroulerait. Donc, si tout le monde était trop économe, trop frugal, mais le capitalisme fonctionnerait plus. Donc, les entreprises feraient plus de rendement, donc tes rendements en bourse, en fait, tes placements en bourse feraient pas de rendement parce que les compagnies iraient pas bien. Donc, finalement, on devrait peut-être pas faire de podcast financier parce que peut-être que nos actions vont moins bien faire dans le futur, mais je pense qu'au contraire, on s'en fout un petit peu, là. Je pense que c'est plus important que les gens soient à l'aise financièrement avec leur budget plutôt qu'on fasse des rendements de 10-12 % sur le long terme. Mais de toute façon, dans l'épisode, il dit qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de danger que ça arrive, là, que les gens deviennent tous frugaux parce que la publicité et la tentation sont beaucoup trop fortes. Donc, il n'y a pas grand monde là, qui vont réussir à mettre 20 % de côté à chaque année. Donc, est-ce que tu veux être dans ceux qui payent pour vivre ou ceux qui se font payer par les autres pour vivre avec les rendements en bourse? Donc, ce qu'il disait, Pierre McSween, c'est pendant l'entrevue, il dit qu'il a fait de l'argent, puis il n'a rien fait. Donc, pendant qu'il était assis 1 heure à faire l'entrevue, son argent a travaillé pour lui, puis il a regardé à la fin, puis il avait fait des rendements. Il parle du Monopoly avec les enfants. Donc, quand tu achètes des actifs, puis que les gens tombent dessus, ben, tu es payé sans effort. Par contre, au Monopoly, tout le monde part avec le même capital, ce qui n'est pas vrai dans la vie. C'est injuste, mais en plus, si tu joues plus mal que les autres, ben, t'étais mieux de l'acheter ton VES 9 pour être heureux pendant quelques mois. Donc, c'est vrai qu'on part pas tous avec le même capital comme au Monopoly, mais apprends au moins à bien jouer le jeu avec les outils, les ressources qui te sont données lorsque tu commences à jouer. Donc, pour ça, c'est important de développer ta littératie financière puis de bien t'entourer, soit avec un professionnel ou en lisant davantage de livres pour être capable de gérer tes choses. En conclusion, ben, ça a vraiment été une écoute intéressante là, pour le premier volet, le premier documentaire sur 3. Je dirais que les commentaires sont pertinents quand ils sont réorganisés par après, là. Donc, on apprend beaucoup de choses ici et là dans le documentaire, mais on est davantage dans la définition de ce que c'est pour nous la liberté, puis on fournit des pistes pour y parvenir. La partie définition, pour moi, est claire, puis je pense que c'est justement le but là, de ce premier documentaire-là. Par contre, les bouts pistes, là, un peu pour nous guider, sont un peu plus, pas qu'ils sont pas présents, mais sont un peu plus diffusés dans l'épisode. Donc, quelqu'un qui veut se poser les bonnes questions ou bien comprendre les actions à mettre en place, il ne trouvera pas son compte nécessairement. On va voir dans les prochains documentaires si c'est ça, vers ça qu'on va aller, là. Donc, en gros, les contenus sont là, la définition est claire, mais tout ce qui est piste sont comme diffusés à travers plusieurs personnes interviewées. Donc, si j'avais pas fait la synthèse aujourd'hui, j'aurais eu de la misère à remettre ça là, j'aurais eu de la misère à remettre ça ensemble. Donc, le premier documentaire fait bien réfléchir la personne qui l'écoute sur ses habitudes financières et sa définition de la liberté. Donc, ce que je retiens de ce premier documentaire-là, c'est l'importance de définir c'est quoi la liberté puis l'indépendance financière pour toi et se questionner sur tes choix actuels par rapport à cette liberté-là. La semaine prochaine, ça va être le Would You Rather numéro 2. Donc, est-ce que tu ferais ça ou ça? Ça a été quand même populaire le premier, je suis surpris, puis j'ai eu beaucoup de questions depuis, donc j'en nomme 2-3 là, qui vont être là dans la semaine prochaine. Donc, est-ce que j'aimerais avoir un travail payant mais plate ou une passion mais moins payante? Est-ce que j'aimerais être pauvre et heureux ou riche et stressé?
Et est-ce que je prendrais 1000$ par semaine à vie ou 1 million tout de suite? Ce jeudi, je continue les analyses de mars 2025. Cette fois-ci, c'est des compagnies qui ont passé l'étape 1, mais pas l'étape 2. On en a 7. Je n'ai pas les prix parce que je ne les regarde pas pour ces compagnies-là. Ça inclut notamment Microsoft. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.